Bonjour, je m'appelle Oriane Gros. Je suis orthophoniste au CHU de Nice, au Centre Mémoire Ressources et Recherche et aussi au Centre d'implantation cochléaire. Et je suis maître de conférence en neurosciences à l'UFR Médecine et au laboratoire Coptech, qui est le laboratoire Cognition, Behavior et Technologie. Je suis également directrice pédagogique du département d'orthophonie de Nice et chargée de la recherche au Collège national des centres de formation universitaire en orthophonie. Le métier d'orthophoniste, c'est un métier qui est très vaste. On va voir beaucoup de patients, on va dire que c'est plurigénérationnel, c'est-à-dire qu'on peut prendre en charge du nourrisson à la personne âgée, au senior. Donc il y a des missions qui sont aussi bien de diagnostic, de prévention et de prise en charge. On peut avoir beaucoup de pathologies différentes, donc c'est très très vaste, notamment avec les troubles du langage, oral ou écrit, les troubles des fonctions oromyofaciales, de la phonation, les troubles de la voix, les troubles de la déglutition, ou encore toutes les activités cognitives en lien avec la phonation ou encore la cognition mathématique. Donc c'est un métier qui est très riche, où on peut, on va dire, être professionnel aussi bien en public, en hôpital, dans les cliniques, dans des centres de rééducation, ou encore dans des maisons de santé avec beaucoup de pluridisciplinarité. Le champ est très vaste, c'est-à-dire il y a des domaines qui sont, on va dire, majoritairement représentés, notamment l'ORL, comme je disais, avec les troubles de la déglutition, les préventions des troubles de la voix, je pense notamment par exemple aux enseignants, au forçage vocal. Il y a le neurovasculaire, donc c'est ce qu'on appelle notamment les aphasies post-vasculaires, donc on va avoir des troubles du langage. On est aussi en neurodégénératif avec notamment les pathologies de type maladie d'Alzheimer, ou encore ce qu'on appelle les aphasies progressives primaires, qui sont des troubles neurodégénératifs qui ont commencé par le langage. On peut être aussi dans le neurodéveloppemental avec ce qu'on connaît un petit peu mieux, en tout cas dans le grand public, avec tout ce qui est ce qu'on appelle les 10, ou encore dans d'autres services. En libéral, la particularité, c'est qu'on aura tout de suite une patientèle qui va être très variée, comme je le disais, aussi bien de l'enfant, on va dire le nourrisson avec les troubles de l'oralité, et le senior avec des troubles cognitifs qui vont se répercuter sur son langage. C'est évidemment le sens clinique avant tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est des soignants, donc il faut être ouvert d'esprit, empathique, adaptable parce qu'on va passer sur des patientèles complètement différentes, comme je l'ai dit, avec des pathologies complètement différentes, mais aussi des âges complètement différents. Et le sens clinique, c'est quelque chose qui est particulièrement important. C'est-à-dire que quand on passe le certificat de capacité d'orthophonie, on a aussi un supplément en diplôme qui s'appelle la compétence clinique. Donc on doit valider ses compétences cliniques. Avant, c'était quelque chose qu'on évaluait vers les dernières années. Maintenant, moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place et qui me tient particulièrement à cœur, c'est de le mettre en place dès la première année. C'est-à-dire que dès la première année, on va sensibiliser nos étudiants à ce sens clinique. C'est-à-dire on va les mettre devant des situations avec des patients, on va dire imaginaires, où on va évaluer aussi leur capacité d'adaptation et on va dire leur relation thérapeutique. Et le sens clinique, c'est quelque chose qu'on va essayer de déguiser pendant ces 5 années. Je dis souvent que toute connaissance peut s'acquérir, mais le sens clinique va s'aiguiser. Donc avoir un bon sens clinique de départ, ça c'est essentiel. C'est une formation qui est en 5 ans, c'est 5 ans d'études avec beaucoup d'UE qui vont être différentes. Comme je l'ai dit, sur la neurologie, l'ORL, la psychiatrie, il y aura les 3 premières années sont plutôt théoriques, mais déjà on essaye de la rendre quand même la plus pratique possible. Et ensuite, les 2 dernières années de master seront vraiment ciblées sur la pratique du métier, donc ce qu'on appelle les UE plus professionnalisantes, et avec aussi une grosse partie de recherche. Au niveau des débouchés, on sait que l'orthophonie est un métier où quand on rentre, en tout cas quand on est orthophoniste, on ne manque pas de travail. Donc ça, on parle souvent des listes d'attente dans les cabinets libéraux. Donc on va dire que c'est pas 100% de débouchés, on n'en est quand même pas très loin. Après, les débouchés à la suite des études,
Ils sont quand même assez variés, notamment avec l'aspect recherche. Donc, pour rappel, en 2013, on est passé en universitarisation. Donc, on est passé à 5 ans avec un degré master, ce qui permet l'entrée aussi en doctorat si on a le goût de la recherche. Alors, pour donner la petite anecdote, moi, j'étais du département d'orthophonie de Nice et en 2010, j'ai eu mon diplôme. Et j'étais intéressée pour continuer dans la recherche. Donc j'ai déjà officié dans un service de neurologie, donc là c'était au CHU de Dijon, et j'avais dû tout reprendre, parce qu'à l'époque, même si on était en 4 ans, ça nous donnait un niveau DUG. Donc j'ai dû tout reprendre, donc licence, master, doctorat, pour faire de la recherche. Maintenant, l'accès au doctorat est direct après les études. Donc moi, c'est vraiment quelque chose où je suis engagée, notamment en tant que chargée recherche au niveau national, mais aussi ici à Nice, où on a un parcours recherche, c'est-à-dire qu'on donne les bagages suffisants à nos étudiants, à certains étudiants qui vont être intéressés pour continuer à prendre doctorat, pour pouvoir avoir des bourses de doctorat et pouvoir continuer, on va dire, sereinement dans cette optique de recherche. Après, la recherche, je dis toujours que nous on fait de la recherche clinique, c'est-à-dire qu'on n'est pas des laborantins, on est vraiment directement avec le patient. Donc même sans rentrer en tant que maître de conférence ou autre, on va faire de la recherche toujours en essayant de s'intéresser aux nouveaux articles sur les prises en charge ou sur l'amélioration du diagnostic. Après, l'évolution de carrière peut être aussi justement en recherche, donc justement en passant maître de conférence ou professeur des universités. Le contact avec le patient, il est assez tôt, vu que c'est dès le premier semestre de la 2e année, avec des stages en EHPAD et en crèche. Donc là, ça montre bien le côté, on va dire, très plurigénérationnel dont j'ai parlé tout à l'heure. Dire qu'on va se retrouver aussi bien avec des nourrissons qui ont par exemple présenté des troubles de l'oralité, qu'avec des patients seniors qui auront des troubles cognitifs ou de la communication, où là aussi, on pourra travailler sur des méthodes de compensation avec tout ce qui est langage non verbal. Pour, on va dire, les conseils, c'est toujours difficile d'en donner, mais en tout cas, généralement, c'est des profils très mixtes. On parle beaucoup de l'aspect littéraire de nos étudiants, mais au final, bien sûr, il faut maîtriser la langue, parce qu'on est quand même des professionnels qui s'occupent notamment du langage, mais aussi être très scientifique. C'est-à-dire que les études sont beaucoup axées sur les sciences, et donc il faut avoir un profil mixte. On va dire, pour résumer, il faut être un peu bon partout. Donc avec de la curiosité aussi, curiosité intellectuelle qui va servir dans le diagnostic, mais aussi pour améliorer les prises en charge et toujours les rendre optimales. Alors riche et épanouissant bien sûr, sinon je ne serais pas là pour en parler. Alors très riche, déjà parce que comme je disais, on rencontre beaucoup de patients différents, on ne s'ennuie pas. J'ai toujours en orthophonie, on ne s'ennuie pas parce qu'on peut passer dans différents services différents, comme je parlais justement, moi je suis en centre mémoire avec des pathologies plutôt neurodégénératives. Je m'occupe aussi de tout ce qui est surdité, donc c'est-à-dire les bilans pré- ou post-implantation cochléaire, donc on voit que c'est quand même des choses complètement différentes. On peut être, comme je le disais, en neurologie, dans les services neurovasculaires, ou encore ça va être une patientèle différente. Ou en UNV, donc dans des services un petit peu plus d'urgence. Donc c'est un métier où on va changer constamment, on peut changer constamment un petit peu aussi on apprend toujours. On apprend toujours parce qu'on se retrouve face à des patientèles différentes avec, on va dire, des prises en charge qui vont elles aussi différer. Après, pourquoi passionnant? C'est parce qu'aussi, comme on le redit, on est face à des patients, donc face à de l'humain. Donc je pense que tout métier qui est face à l'humain est passionnant parce qu'on ne rencontre pas qu'un trouble, évidemment, on rencontre surtout une personne avec des aidants, avec une vie qui est elle aussi passionnante, et c'est ça aussi qui donne toute la richesse de ce métier.